Il existe, au milieu du Pacifique, un morceau de terre si isolé qu'on peut voguer des semaines dans toutes les directions sans croiser la moindre côte. Sur cette île, face à l'océan, des centaines de géants de pierre. Vous les connaissez. On les appelle, un peu partout, les têtes de l'île de Pâques. Sauf que ce nom est une erreur. Ce ne sont pas des têtes. Sous chacune d'elles, enfoui dans le sol, il y a un corps entier. Et ce n'est pas le plus étrange. Comment ces géants, taillés à des kilomètres de là, sont-ils arrivés jusqu'ici? On ne les a pas portés. D'après ceux qui les ont faits, ils sont venus en marchant. Ce soir, on va remonter jusqu'à cette île et découvrir que presque tout ce qu'on croit savoir d'elle est à revoir, y compris l'histoire la plus célèbre, celle d'un peuple qui se serait détruit lui-même. Installez-vous confortablement, bienvenue aux Veillées Curieuses. Commençons par le commencement. Il y a environ 8 siècles, des navigateurs polynésiens posent le pied sur cette île minuscule, perdue à des milliers de kilomètres de tout. Ce sont des marins hors du commun. Ils ont traversé le plus grand océan de la planète en lisant les étoiles, les vagues et les oiseaux. Et sur cette terre, ils se mettent à sculpter. Pas quelques statues, mais près de 1000. On les appelle les moai. Des figures de pierre, taillées dans la roche tendre d'un ancien volcan. La plupart font 4 mètres et une douzaine de tonnes. Certaines bien plus encore. Et toutes, une fois dressées, tournent le dos à la mer. Elles ne regardent pas l'horizon. Elles veillent sur les villages, sur les vivants, comme des ancêtres de pierre. Reprenons cette image que tout le monde a en tête. La rangée de têtes plantées dans l'herbe face au ciel. Ces têtes-là sont regroupées sur la pente d'un volcan, la carrière où on les taillait. Et si on ne voit que les têtes, c'est pour une raison très simple et un peu vertigineuse. Pendant des siècles, la terre a glissé, la boue s'est accumulée et elle a lentement enseveli les corps. Car il y a des corps. Quand des archéologues creusent, ils dégagent des torses entiers, des bras, des mains posées sur le ventre. Et sur ces corps restés sous terre, à l'abri du vent et de la pluie, des gravures intactes, que personne n'avait vues depuis des siècles. Ce n'est même pas une découverte récente. On le sait depuis 1914. Mais l'image des têtes était si belle, si photogénique, qu'elle a fini par remplacer la vérité dans nos mémoires. Retenez bien cette image, parce que ce n'est pas la seule chose qu'on a mal regardée sur cette île. Reste la grande question, celle qui a fait rêver et délirer pendant des décennies. Comment déplace-t-on des statues de 12 tonnes sur des kilomètres, sans roues, sans animaux de trait, sans grues? On a imaginé des rouleaux de bois, des traîneaux, des armées d'hommes. Certains, faute de mieux, ont même parlé d'aides venues d'ailleurs. Mais la réponse était là depuis le début, dans la bouche des habitants. On leur a demandé comment les Moai avaient bougé. Ils ont répondu, simplement,
Ils ont marché. Longtemps, on a pris ça pour une légende. Puis des chercheurs ont regardé les statues de plus près. Celles qu'on retrouve le long des routes, jamais arrivées à destination, ont une forme particulière. Une base arrondie et un léger penchant vers l'avant. Une forme qui ne sert à rien si on couche la statue sur des rouleaux, mais qui devient limpide si on la laisse debout. Pensez à un frigo, ou à une armoire trop lourde pour être portée. Qu'est-ce qu'on fait? On la balance d'un coin sur l'autre, de gauche à droite, et à chaque bascule, elle avance d'un pas. C'est exactement ça. 3 cordes, quelques dizaines de personnes de chaque côté, et on fait osciller le géant. Gauche, droite, gauche, et la pierre avance, en se dandinant, comme un être vivant. On l'a refait, pour de vrai. 18 personnes ont fait marcher une réplique de plusieurs tonnes sur 100 mètres, en moins d'1 heure. Et ce détail dit l'essentiel. Ce n'était pas une histoire de force, de foule d'hommes s'épuisant à traîner des géants. C'était une histoire d'intelligence. Quelques personnes, une corde et le bon geste. Ils n'ont pas porté leurs géants, ils leur ont appris à marcher. Alors, on tient une belle histoire d'ingéniosité. Mais ce n'est pas celle-là qu'on nous a racontée. L'histoire qu'on a apprise, dans les livres et les documentaires, est bien plus sombre. Elle dit à peu près ceci. Pour tailler et déplacer toutes ces statues, les habitants auraient eu besoin de bois. Beaucoup de bois. Alors ils auraient coupé jusqu'au dernier arbre de leur île. Sans forêt, plus de terre fertile, plus de pirogues pour pêcher. La famine, puis la guerre, puis, dit-on, le pire. Une population qui se serait effondrée, seule, sur son rocher, par sa propre faute. On en a fait une parabole, répétée partout, l'histoire d'un peuple qui aurait détruit son monde et qu'on brandit comme un avertissement pour le nôtre. C'est une histoire puissante, tellement puissante qu'on ne s'est presque jamais demandé si elle était vraie. Alors regardons. Ces dernières années, on a pu lire l'ADN des anciens habitants de l'île. Et si une population s'effondre, si elle manque de mourir de faim, ça laisse une trace dans les gènes, très reconnaissable. Sur l'île de Pâques, cette trace n'existe pas. Il n'y a pas eu d'effondrement. La population a grandi, lentement, régulièrement, pendant des siècles. La forêt, elle, a bien disparu. Mais en grande partie à cause d'un petit passager clandestin arrivé avec les pirogues. Le rat, qui dévorait les graines des palmiers plus vite qu'il ne pouvait repousser. Et loin de subir, les habitants se sont adaptés. Ils ont couvert leurs champs de pierre pour garder l'humidité, une agriculture patiente, durable. Un vrai travail d'ingénieur. Alors qu'est-ce qui a failli effacer ce peuple? Pas lui-même. Ce sont les autres. Dans les années 1860, des navires venus du Pérou débarquent sur l'île et enlèvent, de force, près d'un tiers des habitants pour les vendre comme esclaves. Et à ceux qui restent, on ramène la variole. En quelques années, une population de plusieurs milliers de personnes tombe à un peu plus de 100. Voilà le vrai visage de l'histoire. Un peuple ingénieux, résilient, qui a fait marcher des géants de pierre. Et qu'on a, après coup, accusé de s'être détruit tout seul. On a préféré la fable de l'autodestruction à la vérité, plus dérangeante. Celle d'un crime venu du dehors.
Peut-être parce que la fable nous arrange. Elle nous parle de nous, de nos peurs, de notre monde. Il était plus simple de faire de ces gens un avertissement que de les regarder pour ce qu'ils étaient vraiment. Aujourd'hui, les géants sont toujours là, relevés, restaurés, de nouveau debout sur leur plateforme, le dos à la mer, le regard tourné vers l'intérieur des terres. Ils veillent, comme au premier jour, sur ce qu'il reste de leur peuple. Car les Rapa Nui n'ont pas disparu. Leurs descendants vivent toujours sur l'île et racontent, encore, l'histoire de ces statues qui savaient marcher. Et c'est peut-être ça, le plus beau, dans cette histoire. Que derrière chaque géant qu'on croyait connaître, il y avait un corps qu'on n'avait pas vu, un peuple qu'on n'avait pas écouté, et une histoire bien plus belle que celle qu'on s'était racontée. Si s'éveiller vous font du bien, pensez à vous abonner. C'est ce qui nous permet d'en raconter d'autres. À bientôt pour une nouvelle Veillée Curieuse.